L'incendie n'était déjà plus qu'un souvenir noirci sur les murs de la ferme, et pourtant son odeur semblait encore flotter dans l'air, comme une vérité mal éteinte. Lou restait debout, la main bandée, face à Clotilde et Joachim, conscient que la brûlure la plus profonde n'était pas sur sa peau, mais dans ce qu'il venait de cacher. Il s'excusa sans détour, la voix basse, presque trop maîtrisée pour être totalement honnête. Il parla d'une soirée tardive, d'un travail prolongé avec Revero, d'un dîner improvisé dans le silence, et de cette bougie parfumée allumée presque machinalement pour masquer l'odeur de fromage. Chaque mot semblait choisi pour rassurer, mais aussi pour détourner. Constance, pragmatique, minimisa la gravité de la blessure. La brûlure était superficielle, sans conséquences durables. Pourtant, Clotilde n'écoutait déjà plus vraiment. Son regard, fixe, cherchait ailleurs. Non pas sur la main de Lou, mais dans les zones d'ombre de son récit, là où quelque chose résistait, comme une pièce manquante. Pendant ce temps, Joachim tentait de croire à cette version, parce que croire restait plus simple que soupçonner. Il connaissait Lou, du moins pensait-il le connaître, et il savait combien la culpabilité pouvait pousser à se charger seul du poids des choses. Mais Clotilde, elle, sentait que ce poids-là ne venait pas de nulle part. Dans son esprit, une question revenait, insistante, presque obsédante. Où était réellement Lou le soir du réveillon? Pourquoi cette gêne imperceptible lorsqu'il parlait de sa solitude? Et surtout, pourquoi ce malaise dès que le prénom de Joséphine effleurait la conversation, même sans être prononcé à voix haute? Un peu plus tard, à la ferme, l'atmosphère contrastait brutalement avec cette tension silencieuse. Gaspard arriva avec des croissants, comme pour imposer une normalité presque insolente. Colline était là, encore emmitouflée dans une douceur fragile, tandis qu'Angèle, visiblement éprouvée par la veille, affichait un sourire fatigué avant de disparaître se recoucher. Angèle valida César sans détour, avec cette spontanéité qui ne laissait pas de place au doute. Ce simple assentiment suffisait à faire paniquer Colline, tant l'idée que tout puisse enfin bien se passer lui semblait irréelle. Gaspard tenta de la rassurer, presque solennelle, en lui rappelant que cette année, elle n'avait plus à douter de sa valeur. Dans le même temps, Lou retrouva Joséphine à l'écart. Il lui avoua le mensonge, sans phare, sans détour inutile. Il avait parlé pour calmer la situation, pour éviter que l'incendie ne devienne autre chose qu'un accident. Joséphine l'écoutait, partagée entre le soulagement et une inquiétude sourde qui lui nouait l'estomac. Elle comprenait son geste, mais elle pressentait aussi que ce mensonge, loin d'éteindre le feu, risquait d'en attiser un autre, bien plus dangereux. Elle lui fit remarquer qu'il n'aurait peut-être pas du tout prendre sur lui, mais Lou resta silencieux, comme s'il acceptait déjà les conséquences à venir. À l'institut, le retour de Claire apporta une autre forme de tension. Olivia annonça, presque avec défi, sa résolution de se mettre au running. Claire n'y crut pas une seconde, rappelant avec ironie toutes ses promesses passées qui n'avaient jamais tenu plus de quelques jours. La discussion dégénéra rapidement en affrontement feutré. Chacune parlait de ses réussites, de ses titres, de ses combats, comme si la reconnaissance de l'une menaçait directement l'existence de l'autre. Derrière les piques et les sourires forcés, se cachait une fatigue commune, celle de femmes constamment obligées de prouver leur légitimité, même entre elles. Mais Clotilde, elle, n'avait plus la tête à ces querelles. Les doutes qu'elle nourrissait à propos de Lou prenaient une place démesurée. Elle en parla à Joachim, puis à Marc, cherchant moins des réponses que des confirmations à une intuition qu'elle n'osait encore formuler clairement. À ce moment-là, une évidence s'imposa à elle avec une netteté dérangeante. Si Lou avait menti, ce n'était pas seulement pour protéger l'institut ou éviter un scandale. C'était pour protéger quelqu'un, et cette personne ne pouvait être que Joséphine. Cette pensée, une fois installée, refusa de la quitter. La nuit du réveillon, que Clotilde avait d'abord rangée dans la catégorie des souvenirs anodins, revenait maintenant comme un point de bascule. Chaque détail prenait une autre couleur, chaque silence devenait suspect. Elle ne disposait encore d'aucune preuve, seulement d'un pressentiment, mais elle savait, au fond, que ce pressentiment finirait par la mener à la vérité. Et pendant que chacun poursuivait sa journée, ignorant encore la tempête à venir, une simple absence commençait à peser lourdement. Joséphine cherchait son blouson, sans savoir que ce vêtement oublié allait bientôt transformer un soupçon en certitude, et un mensonge en véritable piège. Dans le même temps, l'absence du blouson de Joséphine prenait une place démesurée dans son esprit, comme un objet banal devenu soudain menaçant. Elle fouillait ses affaires avec une précision fébrile, retournant chaque poche, chaque sac, dans l'espoir absurde qu'il apparaisse là où il n'avait aucune raison d'être. Plus elle cherchait, plus la certitude s'imposait, elle l'avait oublié chez Clotilde. Cette pensée lui serra la poitrine. Ce blouson n'était pas qu'un vêtement. Il contenait ce qu'elle aurait voulu effacer de sa vie,
ces pilules qu'elle n'avait jamais touchées mais dont la simple existence suffisait à la condamner. Joséphine sentit la panique monter, lente mais inexorable, comme une vague qui se forme au large avant de tout submerger. Elle finit par se confier à Fleur, presque à voix basse, comme si le simple fait de prononcer ces mots risquait de les rendre réels. Elle expliqua l'oubli, le contenu du blouson, et surtout la peur viscérale que Clotilde puisse le trouver avant elle. Fleur, sans poser de questions inutiles, comprit immédiatement la gravité de la situation et promit de l'aider à le récupérer. Pendant ce temps, Clotilde poursuivait son quotidien avec une concentration presque excessive. Elle rangeait, triait, nettoyait, comme si l'ordre matériel pouvait l'aider à clarifier le désordre intérieur qui la rongeait. C'est en ouvrant un placard, dans un geste mécanique, qu'elle tomba sur le blouson. Un détail anodin, en apparence, mais qui attira aussitôt son attention. Elle reconnut immédiatement le vêtement. Le prénom de Joséphine traversa son esprit avec une netteté glaciale. Clotilde hésita une fraction de seconde, puis glissa la main dans une poche, sans savoir exactement ce qu'elle cherchait, mais certaine qu'elle allait trouver quelque chose. Ce fut le cas. Les pilules apparurent, muettes, accusatrices. À cet instant précis, le doute cessa d'exister. Tout ce qu'elle avait pressenti prit une forme concrète, presque brutale. Le mensonge de Lou, l'inconfort dans ses silences, la soirée du réveillon, tout s'imbriquait désormais avec une logique implacable. Clotilde sentit une colère froide l'envahir, bien plus dangereuse que l'explosion d'une rage visible. Un peu plus tard, Anouk croisa Lou dans un couloir. Il n'y eut pas besoin de longues explications. Un regard suffit. Elle avait compris. Compris qu'il était avec Joséphine, compris pourquoi il avait menti, compris aussi qu'il portait seul un poids qu'il n'aurait jamais dû assumer ainsi. Pourtant, elle ne le jugea pas. Anouk lui promit de ne rien dire. Pas par loyauté aveugle, mais parce qu'elle savait ce que c'était que de vivre avec un secret trop lourd. Cette promesse, elle la fit presque machinalement, avant que son propre passé ne la rattrape de plein fouet. Cela faisait presque 1 an que Jean, son second, s'était suicidé, et cette date approchante ravivait une douleur qu'elle n'avait jamais vraiment affrontée. La solitude de ce deuil, Anouk la portait encore en elle comme une plaie ouverte. Voir Lou risquer de tout perdre pour protéger quelqu'un faisait écho à ce qu'elle avait vécu, l'impuissance, la culpabilité, et ce sentiment que certaines erreurs ne se réparent jamais vraiment. Elle détourna le regard, pour ne pas laisser ses larmes trahir ce qu'elle gardait enfoui. Pendant que ces drames silencieux se nouaient, César cherchait Colline. Il la trouva hésitante, presque sur la défensive, comme si elle s'attendait à une chute imminente. Il lui parla alors sans détour, avec une sincérité désarmante. Depuis le début, il l'avait regardée, dit-il, même s'il ne s'en était pas rendu compte immédiatement. Il lui expliqua que leur histoire n'était pas un malentendu, ni un hasard. C'était quelque chose de réel, de construit, même s'il avait fallu du temps pour le comprendre. Colline l'écoutait, émue, sentant peu à peu ses peurs se dissoudre. Pour la première fois depuis longtemps, elle accepta l'idée que le bonheur n'était peut-être pas une illusion. À l'atelier, Solal ressassait l'échec du Noël du futur. Il le voyait désormais comme une erreur stratégique, presque une trahison de ce qu'il voulait transmettre. Il parla de tout changer, de repartir sur de nouvelles bases. Zoé tenta de le mettre en garde, ce genre de virage pouvait être risqué. Mais Solal n'était plus dans la prudence, il était dans l'urgence de se réinventer. C'est à ce moment-là que Joséphine, ignorant encore que le pire était déjà arrivé, tenta de joindre Clotilde pour récupérer son blouson. Chaque appel sans réponse renforçait son angoisse. Elle ne savait pas encore que le temps jouait contre elle, et que la décision qui allait bouleverser sa vie était déjà prise, loin d'elle, dans un silence implacable. Et tandis que chacun avançait, persuadé de garder encore une part de contrôle, Clotilde, seule avec le blouson et les pilules, préparait mentalement ce qui ne serait pas une simple discussion. Ce serait un ultimatum, un choix brutal, sans échappatoire. Une ligne qu'elle était prête à tracer, quitte à tout briser sur son passage. À ce moment-là, l'atmosphère à l'institut semblait s'être figée, comme si chacun pressentait confusément qu'un point de non-retour approchait. Clotilde, le blouson encore entre les mains, prit le temps de respirer avant d'agir. Ce délai n'était pas un signe d'hésitation, mais une manière de reprendre le contrôle, d'empêcher l'émotion de brouiller la décision qu'elle jugeait désormais inévitable. Lorsqu'elle convoqua Joséphine, le ton était posé, presque calme, ce qui rendait la scène d'autant plus glaçante. Joséphine comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le regard de Clotilde n'avait plus rien de bienveillant. Il était dur, précis, et surtout chargé d'une certitude qui ne laissait aucune place à la négociation ou à l'esquive. Joséphine tenta d'expliquer, de reprendre le fil des événements avant que Clotilde ne le fasse à sa place.
Elle parla du réveillon, de Lou, de cette envie naïve de lui faire plaisir en allumant des bougies. Elle reconnut sa présence auprès de lui ce soir-là, consciente que nier serait inutile. Chaque mot lui coûtait, mais elle refusait de mentir davantage. Clotilde l'écouta sans l'interrompre, laissant s'installer un silence pesant après chaque phrase. Puis elle sortit les pilules, les posa sur la table avec un geste lent, presque cérémonial. Ce simple mouvement suffit à faire vaciller Joséphine. Le sol sembla se dérober sous ses pieds, et toutes les issues qu'elle imaginait encore se refermèrent brutalement. Joséphine affirma qu'elle n'avait jamais pris ces pilules. Sa voix tremblait, mais son regard restait droit. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas dire d'où elle venait, non par défi, mais parce que cette vérité-là entraînerait d'autres dégâts, peut-être irréversibles. Elle demanda à Clotilde de lui faire confiance, même si elle savait à quel point cette demande était fragile. Clotilde, cependant, n'était plus dans la confiance. Elle voyait dans cette situation une menace directe pour l'Institut, pour son intégrité, mais aussi pour Lou. À ses yeux, Joséphine n'était pas seulement une élève en difficulté, elle était devenue un risque. Et Clotilde refusait que ce risque s'étende davantage. L'ultimatum tomba sans détour. Joséphine devait mettre un terme à sa relation avec Lou. Immédiatement, sans discussion possible. Sinon, Clotilde appellerait la police et engagerait une procédure pour l'exclure de l'Institut. Les mots étaient clairs, tranchants, dépourvus de toute ambiguïté. Ce n'était pas une menace lancée sous le coup de la colère, mais une décision mûrement réfléchie. Joséphine resta figée, incapable de répondre sur le champ. Ce choix qu'on lui imposait était inhumain. D'un côté, l'amour qu'elle portait à Lou, sincère, fragile, mais essentiel. De l'autre, la perspective de tout perdre, sa formation, son avenir, sa place à l'Institut. Elle comprit alors que quoi qu'elle décide, elle sortirait brisée de cette confrontation. Dans un autre coin de l'Institut, Anouk tentait de se concentrer sur son travail, mais son esprit dérivait sans cesse. La promesse qu'elle avait faite à Lou pesait lourdement sur ses épaules. Garder ce secret signifiait se rendre complice d'une situation explosive, et pourtant elle s'y tenait, convaincue que trahir serait pire encore. La douleur liée à la disparition de Jean refaisait surface avec une violence inattendue. Presque un an s'était écoulé, et pourtant l'absence restait intacte, comme si le temps s'était arrêté le jour de sa mort. Voir Lou risquer sa place et son avenir lui rappelait combien certaines pertes laissent des cicatrices que rien ne comble vraiment. Pendant ce temps, César et Colline poursuivaient leur discussion, à l'écart de ces tensions. César, conscient des doutes persistants de Colline, insista sur ce qu'il ressentait. Il ne voulait plus la laisser croire qu'elle s'était trompée, ou qu'elle n'était qu'une option parmi d'autres. Pour lui, leur relation était une évidence qu'il refusait désormais de taire. Colline, touchée, se laissa aller à cette certitude nouvelle. Elle se rendit compte que ses peurs étaient nourries par des expériences passées, par des déceptions qu'elle projetait sur le présent. En l'écoutant, elle sentit quelque chose se relâcher en elle, comme si une tension constante trouvait enfin un apaisement. À l'atelier, Solal commençait déjà à esquisser mentalement les contours de ce nouveau concept qu'il voulait mettre en place. Il savait que le changement serait mal perçu par certains, mais il ne voyait plus d'autre issue. Continuer comme avant lui semblait désormais impossible, presque insupportable. Et tandis que chacun avançait, porté par ses propres dilemmes, Joséphine quittait le bureau de Clotilde avec le poids d'une décision qu'elle n'était pas prête à prendre. Elle savait que le temps lui était compté. Très bientôt, elle devrait choisir entre l'amour et la survie. Et aucun des deux chemins ne promettait la paix. Dans le même temps, Joséphine avançait dans les couloirs de l'Institut comme si chaque pas l'éloignait un peu plus de la personne qu'elle était avant cette confrontation. Les paroles de Clotilde résonnaient encore dans sa tête, répétitives, implacables, transformant chaque silence en rappel cruel de l'ultimatum qui pesait désormais sur elle. Elle tenta de rejoindre Lou, animée par un besoin presque viscéral de lui parler, de partager ce fardeau qui menaçait de l'écraser. Mais plus elle s'en approchait, plus une autre peur s'imposait, celle de devoir être celle qui détruirait leur relation pour le protéger. Cette pensée la paralysait autant qu'elle la poussait en avant. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, les mots eurent du mal à sortir. Lou sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le regard de Joséphine était plus sombre, plus distant, comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Elle lui raconta alors la découverte du blouson, les pilules, et surtout l'ultimatum posé par Clotilde, sans chercher à adoucir la brutalité de la situation. Lou encaissa la nouvelle avec une stupeur muette. Il comprit aussitôt l'ampleur du sacrifice qu'on exigeait d'elle. La culpabilité le submergea, car il se sentait responsable de ce piège qui se refermait désormais sur Joséphine. Il voulut protester, affirmer qu'il trouverait une solution, mais sa voix manquait de conviction face à la réalité implacable.
Il tenta de se montrer fort, de lui dire qu'il assumerait les conséquences, même si cela signifiait perdre sa place à l'Institut. Mais Joséphine refusa cette idée. Elle savait que Clotilde ne reculerait pas, et que le moindre faux pas précipiterait leur chute à tous les deux. Plus que jamais, elle se sentait seule face à un choix impossible. Un peu plus loin, Anouk observait la scène à distance, consciente qu'un drame silencieux se jouait sous ses yeux. Elle respectait la promesse faite à Lou, mais cette loyauté lui coûtait cher. Chaque échange entre eux ravivait le souvenir de Jean, de cette incapacité à sauver quelqu'un qu'elle aimait. Elle se demanda, l'espace d'un instant, si garder le silence était vraiment la bonne décision. Dans l'atelier, Solal poursuivait sa remise en question avec une détermination presque fébrile. Il parlait déjà de renouveau, de rupture avec le passé, comme s'il cherchait lui aussi à échapper à une forme d'échec personnel. Zoé restait prudente, consciente que ce virage risquait de fragiliser davantage une structure déjà instable. C'est alors qu'Olivia, épuisée, décida de sortir courir. Son footing au marais ressemblait moins à une résolution sportive qu'à une tentative de fuite. Chaque foulée lui rappelait ses limites, son souffle court, et cette impression persistante de ne jamais être à la hauteur de ses propres ambitions. Elle croisa Solal presque par hasard. Lui, étonnamment à l'aise, parlait de ses 10 kilomètres réguliers avec une simplicité désarmante. Olivia, à bout, laissa échapper sa lassitude, admettant que Gaëtan était trop occupé pour l'aider à tenir ses engagements. Cette rencontre fortuite prit rapidement la forme d'un échange plus profond. Solal lui proposa de la coacher, sans jugement, presque naturellement. En retour, Olivia accepta de l'aider à retravailler le menu de l'atelier. Ce pacte improvisé scellait une alliance inattendue, née d'un moment de vulnérabilité partagée. Tous deux y virent une opportunité de se réinventer, chacun à sa manière. Pendant ce temps, César et Colline savouraient une parenthèse de sérénité. Colline, apaisée par les paroles de César, se surprenait à envisager l'avenir avec moins de méfiance. Cette stabilité nouvelle contrastait douloureusement avec la tempête que traversaient Lou et Joséphine, soulignant à quel point le bonheur pouvait être fragile et inégalement réparti. À la tombée de la nuit, Joséphine se retrouva seule, face à ses pensées. L'ultimatum de Clotilde prenait désormais la forme d'un compte à rebours silencieux. Elle savait que bientôt, elle devrait faire un choix définitif. Et plus le temps passait, plus elle craignait que ce choix, quel qu'il soit, ne laisse des traces impossibles à effacer. Alors que la nuit s'installait lentement sur l'Institut, une fatigue sourde gagnait les esprits, celle qui naît lorsque les décisions attendent mais refusent encore de se laisser prendre. Joséphine, assise seule dans un coin discret, tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Plus elle y parvenait, plus le choix imposé par Clotilde lui apparaissait comme une violence méthodique, presque calculée. Elle repassait chaque détail de la confrontation, le regard fermé de Clotilde, la froideur de ses mots, l'absence totale de doute dans sa posture. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais l'expression d'une logique implacable. Joséphine comprenait désormais que rien, pas même ses larmes ou ses explications, ne ferait vaciller cette décision déjà ancrée. Dans le même temps, Lou tentait de donner le change, mais son agitation intérieure trahissait son état. Il se reprochait chaque geste, chaque silence, chaque mensonge. À ses yeux, l'incendie n'était plus qu'un symptôme, la conséquence d'un enchaînement de choix qu'il n'avait pas su assumer à temps. Il se sentait responsable non seulement de la situation, mais aussi de la douleur de Joséphine. Il repensait à ce réveillon qu'il avait voulu simple, presque insignifiant, et qui se transformait désormais en point de rupture. Cette soirée, censée être un refuge, devenait le point de départ d'une spirale incontrôlable. Lou réalisait trop tard que protéger quelqu'un en mentant revenait parfois à l'exposer encore davantage. Anouk, de son côté, se trouvait à la frontière de ses propres limites. Garder le secret lui demandait une énergie qu'elle n'avait plus vraiment. Le souvenir de Jean, toujours aussi présent, pesait lourdement sur chacune de ses décisions. Elle se demandait si le silence était une forme de loyauté ou simplement une fuite face à l'impossibilité de réparer le passé. Elle observait les autres évoluer autour d'elle, consciente que certains avançaient malgré tout. César et Colline semblaient s'être trouvés, et cette évidence laissait chez Anouk un goût amer. Elle était heureuse pour eux, sincèrement, mais cette harmonie mettait en lumière ce qui lui manquait encore pour se reconstruire pleinement. À l'atelier, Solal et Olivia commencèrent à concrétiser leur alliance. Les premières idées de menu prenaient forme, nourries par des échanges francs et parfois abrupts. Olivia, malgré l'épuisement, retrouvait une forme d'élan dans cette collaboration. Solal, lui, semblait enfin sortir de l'immobilisme dans lequel l'échec l'avait plongé. Ce travail commun devenait un espace où chacun pouvait déposer ses doutes sans être jugé.
Pour Olivia, courir n'était plus seulement une contrainte, mais un symbole de persévérance. Pour Solal, repenser l'atelier signifiait accepter de rompre avec une vision idéalisée qui ne fonctionnait plus. Pendant ce temps, Clotilde observait à distance les conséquences de son ultimatum. Elle ne cherchait pas à se rassurer, ni à justifier son choix. À ses yeux, elle avait agi comme elle le devait. Protéger l'Institut passait avant les sentiments individuels, même si cela impliquait de sacrifier une relation naissante. Pourtant, dans un moment de solitude, une question s'imposa malgré elle. Avait-elle franchi une ligne irréversible? Elle écarta rapidement cette pensée, convaincue que l'autorité n'avait de sens que si elle était assumée jusqu'au bout. Revenir en arrière serait reconnaître une faiblesse qu'elle refusait de s'accorder. Joséphine, consciente que le temps jouait contre elle, tenta d'imaginer une issue qui ne détruirait ni Lou ni elle-même. Mais chaque scénario semblait mener au même point, une perte inévitable. Elle comprit alors que ce qu'on lui demandait n'était pas seulement de choisir, mais d'accepter d'être celle qui porterait les conséquences pour tous. La nuit avançait, et avec elle l'urgence d'une décision qui ne pouvait plus être repoussée. Dans ce silence lourd, chacun semblait suspendu à un fil invisible. Et plus les heures passaient, plus il devenait évident que l'aube ne se lèverait pas sans laisser derrière elle des blessures profondes. À mesure que les heures s'écoulaient, une forme de lucidité douloureuse s'imposait à Joséphine. Elle comprenait que le choix qu'on lui demandait ne serait jamais juste, seulement moins destructeur pour les autres. Cette prise de conscience ne lui apportait aucun soulagement, seulement une fatigue profonde, celle qui accompagne les renoncements qu'on n'a pas choisis. Elle repensa à Lou, à cette relation née presque en silence, sans calcul, sans stratégie. Ils n'avaient rien construit pour défier l'Institut, ni pour provoquer qui que ce soit. Leur lien s'était imposé comme une évidence fragile, et c'était précisément cette fragilité qui le rendait aujourd'hui si vulnérable. Plus Joséphine y pensait, plus elle comprenait que l'amour, dans ce contexte, devenait un luxe dangereux. Lou, de son côté, oscillait entre colère et résignation. Il voulait se battre, s'opposer à Clotilde, dénoncer une injustice qu'il jugeait disproportionnée. Mais chaque tentative de révolte se heurtait à la même réalité, il n'avait aucune preuve, aucune marge de manœuvre. Sa position d'élève le plaçait d'emblée en situation de faiblesse, et il le savait. Il tenta malgré tout de parler à Clotilde, cherchant une faille, une possibilité de discussion. Mais le regard qu'elle lui opposa était sans appel. Elle n'était pas dans le compromis, encore moins dans la compassion. Pour elle, la situation était claire, et le cadre ne pouvait être négocié sans perdre toute crédibilité. Cette fermeté glaça Lou. Il comprit alors que continuer à résister ne ferait qu'aggraver la situation de Joséphine. Cette réalisation le frappa de plein fouet. Aimer, parfois, signifiait accepter de disparaître de la vie de l'autre. Une idée qu'il avait toujours rejetée, mais qui prenait soudain un sens cruel. Anouk observait ces tentatives avortées avec un sentiment d'impuissance grandissant. Elle voyait se rejouer, sous une autre forme, cette mécanique implacable qu'elle connaissait trop bien. Des choix imposés, des silences forcés, et au bout, une solitude impossible à partager. Elle sentit la colère monter, non contre Clotilde, mais contre ce système qui broyait les plus fragiles. Elle se demanda si elle n'aurait pas dû parler plus tôt, intervenir, rompre la promesse faite à Lou. Mais il était trop tard pour réécrire les événements. Tout ce qu'elle pouvait faire désormais, c'était rester présente, offrir une écoute silencieuse, même si cela ne changeait rien à l'issue. À l'atelier, le travail avançait malgré tout. Solal et Olivia, concentrés sur leurs objectifs, trouvaient dans cette collaboration un refuge temporaire. Leur énergie contrastait avec la lourdeur qui pesait ailleurs dans l'Institut. Ce contraste soulignait une vérité dérangeante. Pendant que certains se reconstruisaient, d'autres se voyaient contraints de tout déconstruire. César et Colline, eux, savouraient une stabilité nouvelle. Ils parlaient d'avenir, sans grande promesse, mais avec une sincérité apaisante. Cette normalité, presque banale, prenait une valeur particulière dans un contexte où tant de choses semblaient sur le point de s'effondrer. Joséphine, isolée dans cette tempête, sentit le moment approcher. Elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner du temps indéfiniment. L'ultimatum de Clotilde n'était pas une menace vague, mais un compte à rebours précis. Chaque heure qui passait rapprochait la décision finale. Dans un dernier moment de lucidité, elle comprit que son silence, son hésitation, faisaient déjà partie du prix à payer. Quoi qu'elle décide, rien ne redeviendrait comme avant. Et cette certitude, plus que la peur, l'obligea à envisager l'inévitable, mettre fin à quelque chose qu'elle n'était pas prête à perdre, simplement pour survivre. À l'aube, l'Institut semblait retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes pressentaient la décision qui allait tomber. Joséphine errait dans les couloirs encore calmes, consciente que le temps de l'attente était révolu.
La nuit n'avait apporté aucune solution, seulement une certitude douloureuse, rester immobile revenait déjà à perdre. Lorsqu'elle retrouva Lou, elle sut immédiatement qu'elle n'aurait pas la force de mentir. Son regard trahissait la fatigue, mais aussi une résolution nouvelle, fragile et terrible à la fois. Elle parla lentement, choisissant chaque mot avec soin, comme pour se protéger de l'effondrement qui menaçait à chaque phrase. Elle lui expliqua que Clotilde ne reculerait pas, que le chantage n'était pas une mise en scène. Lou comprit avant même qu'elle ne prononce la fin de la phrase. Il sentit la rupture arriver comme une vague qu'on ne peut plus éviter. Il voulut protester, dire que l'amour valait plus que cette institution, plus que la peur. Mais les mots restèrent coincés, car il savait que ce discours n'effacerait ni les pilules, ni le pouvoir de Clotilde, ni les conséquences imminentes. Joséphine tenta de lui faire comprendre que ce choix n'était pas un reniement de leurs sentiments, mais un sacrifice imposé. Elle parlait de survie, pas de lâcheté. Chaque syllabe lui arrachait un peu plus de ce qu'elle était, et pourtant elle continua, convaincue que c'était la seule manière de le protéger, même contre lui-même. Lou, brisé, finit par accepter ce qu'il ne pouvait empêcher. Ce consentement silencieux fut sans doute le moment le plus violent pour eux deux. Aucun cri, aucune scène, seulement un accord muet sur une séparation dictée par la peur et l'autorité. Ils se quittèrent sans se retourner, conscients que le moindre regard supplémentaire risquait de tout faire voler en éclats. Dans le même temps, Anouk observa de loin cette fin qu'elle avait pressentie. Elle sentit une tristesse profonde l'envahir, mêlée à une colère sourde. Cette rupture résonnait trop fort avec sa propre histoire, avec ce qu'elle avait perdu sans jamais pouvoir le réparer. Pourtant, elle respecta le silence, fidèle à sa promesse jusqu'au bout. Clotilde, informée de la décision, ne manifesta aucune satisfaction apparente. Elle se contenta d'un constat froid, l'ordre était rétabli. Pour elle, la situation retrouvait une forme de normalité, même si cette normalité avait un goût amer. Elle savait que son choix laisserait des traces, mais elle assumait pleinement cette autorité qu'elle jugeait nécessaire. À l'atelier, Solal et Olivia poursuivaient leur travail, presque à contre-courant de cette douleur diffuse. Leur collaboration avançait, porteuse d'un espoir discret, preuve que certaines alliances pouvaient encore naître de l'échec. Cette dynamique contrastait avec la perte que vivaient Lou et Joséphine, rappelant que la vie continuait, parfois de manière cruelle. César et Colline, eux, savouraient une stabilité qui prenait désormais une valeur particulière. Leur relation, renforcée par la sincérité, apparaissait comme un refuge inattendu dans un environnement de plus en plus instable. Colline se rendait compte que cette confiance nouvelle était précieuse, et peut-être rare. Lorsque la journée s'acheva, l'Institut retrouva son agitation habituelle, mais quelque chose avait changé. La rupture imposée entre Joséphine et Lou laissait une empreinte invisible, un silence chargé de non-dits. Chacun reprenait sa place, mais personne n'ignorait vraiment le prix qui avait été payé. Et dans cette normalité retrouvée, une vérité s'imposait doucement. Parfois, le plus grand incendie n'est pas celui qui brûle les murs, mais celui qui consume les liens, laissant derrière lui des cendres que personne ne voit, mais que tous ressentent.